Donc bonjour à tous et merci à certains de vous retrouver année après année pour suivre ces cours sur l'électrochimie. Et cette année, on va s'intéresser plus principalement au rôle des électrolytes et des interfaces dans les dispositifs de stockage et de conversion d'énergie. Et je vais vous montrer finalement que c'est certainement le point le plus important et le moins compris de tout ce qu'on fait dans le stockage de l'électrochimie. Alors bien sûr, l'an dernier, on avait parlé pas mal des accumulateurs, des technologies d'accumulateurs, dans laquelle on avait regardé différents systèmes. On avait également regardé des mécanismes réactionnels, différentes sortes de mécanismes réactionnels, la problématique des matériaux, où j'avais montré finalement comment ces matériaux étaient synthétisés, comment les préparer, et également on avait commenté sur l'état de maturation de certaines technologies. Donc notamment, on s'était intéressé bien sûr à la technologie à ion lithium, mais on avait également abordé une technologie émergente qui était les batteries à ion sodium, et on avait parlé également des batteries lithium-air, lithium-soufre et des batteries à cations multivalents. Mais l'an dernier, j'avais complètement passé sous silence toute la problématique liée à l'électrolyte et aux interfaces. Eh bien, cette année, en ce cours, comme on peut le voir ici, comme vous avez certainement lu, eh bien, on va, pendant 5 ou 6 séances, discuter de ces problèmes importants que sont les électrolytes. Dans un premier temps, aujourd'hui, je vais vous donner un peu les bases fondamentales, je dirais, de la conduction ionique, pour comprendre finalement la formulation des électrolytes. Et à la fin de ce premier cours, on va même arriver à avoir une formulation d'électrolytes. Ensuite, bien, on va regarder des problèmes importants aux interfaces, et notamment quels vont être le rôle des interfaces. Et dans ces interfaces, eh bien, il va falloir tout simplement les contrôler, car là aussi, c'est un cauchemar pour les électrochimistes. On va ensuite s'intéresser aux additifs, et vous allez voir que là, peut-être, vous allez le déplorer, mais c'est une recherche qui est fortement empirique, où on va certainement avoir lieu au recours à la robotique. Et enfin, on va avancer dans de nouveaux systèmes électrolytiques, avec notamment des nouvelles technologies qui arrivent, ou qui du moins sont considérées comme les solutions aqueuses superconcentrées, les ionogèles, voire les polymères. Et enfin, on terminera sur ce qu'on appellerait les batteries tout solides. Et ces cours, bien sûr, vont être doublés de séminaires, comme vous avez pu voir. Le premier aujourd'hui sera donné tout simplement pour vous donner un peu un état de l'art dans le cas du véhicule électrique. Et ensuite, on va avoir des séminaires plutôt scientifiques où on va aller de nouveau, avec d'autres techniques, regarder les problèmes d'interface, avec notamment Philippe Appiot, qui va vous montrer finalement comment, à partir de la spectroscopie optique, on peut voir les interfaces. Ensuite, vous allez voir Alexis Grimaud qui va vous montrer les électrocatalyses et là aussi les problèmes d'interface, et ainsi de suite. Et bien sûr, avec Charles Delacour, qui est un spécialiste de la modélisation et de la compréhension de charge et de transport de charge, et Patrice Simon conclura directement ces séminaires par un exposé sur les interfaces dans un domaine voisin des batteries que sont les supercondensateurs. Alors finalement, pourquoi avoir choisi ce cours? Mais choisir ce cours, c'est parce que la thématique électrochimie, elle évolue fortement avec directement le business. Et si on regarde dans les revues récemment, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des citations. Toyota a annoncé qu'en 2020, ils auraient des batteries tout solides à base de lithium. Un article qui a fait beaucoup de bruit, c'est cet article finalement des sels superconcentrés qui, dans ce cas, permettent de travailler en milieu aqueux et d'élargir considérablement la fenêtre thermodynamique allant, on verra en ce cours, jusqu'à des potentiels de 3 volts. Donc, par conséquent, j'ai jugé que cette année, il était fort intéressant de couvrir ces recherches électrolytes et finalement de décrire ces technologies dont on n'a pas discuté l'an dernier, qui sont les batteries lithium-ion aqueuses, ainsi que les batteries tout solides qu'on verra à la fin de ce cours. Mais cependant, avant directement d'atteindre la fin de ce cours, eh bien, revenons un peu aux électrolytes et pour vous montrer finalement que c'est le dénominateur commun à tous les systèmes électrochimiques. C'est-à-dire, vous prenez ici une batterie, vous prenez ici un supercapaciteur, vous prenez même les cellules photovoltaïques ou les dye-sensitized cells ou les cellules Grätzel, eh bien là aussi, vous avez des électrolytes, en ce cas, c'est le couple I3-, I-. Et enfin, dans les piles combustibles, que ce soit les différentes variations, haute température, basse température, membranaire, vous avez partout des électrolytes. Alors, si on veut faire un peu de rappel sur les électrolytes, et bien sûr, tout ça, ce n'est pas neuf, et il y a quelques observations qui sont bonnes à rappeler, je pense. La première, eh bien, il faut se rappeler que c'est quand même une observation de Luigi Galvani, et que Alessandro Volta a repris, dans lequel il a observé finalement, lorsqu'il dépassait
une cuisse de grenouille, c'est qu'en mettant deux aciers différents, qui, dans ce cas, touchaient un électrolyte, qui était le tissu aqueux dans ce cas, et vous verrez que le tissu aqueux, c'est des ions alcalins, eh bien, il observait directement une contraction du nerf de la grenouille. Et c'est là qu'il a voulu essayer de comprendre ce qui se passait, et l'idée de finalement mimer cette expérience en construisant la pile Volta. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe, comment ça s'est trouvé. Un autre domaine dans lequel, je dirais, la conduction ionique est d'une importance capitale, eh bien, tout simplement, c'est l'être humain. En effet, tout notre système membranaire repose tout simplement sur la conduction ionique. Et pour ce faire, ici, eh bien, je vous ai représenté une membrane. Vous avez une couche lipidique dans laquelle, qui va servir directement de barrière de diffusion des ions et des molécules de l'intérieur à l'extérieur de la cellule. Et cette couche lipidique contient des protéines de transport ou des protéines tunnels qui vont directement laisser passer ces ions, c'est-à-dire équilibrer le système. Et c'est finalement cette ouverture en cascade de ces tunnels protéiniques qui vont être finalement à l'origine de l'influx nerveux et à l'origine également de nos moyens de locomotion, et ainsi de suite, ou notre réaction du corps humain. Donc voilà, si vous voulez, des expériences importantes, des observations importantes. Alors également, si on regarde maintenant au niveau du fait réel de la conduction ionique, bien vous allez voir que là aussi, ça a été découvert dans les batteries tout solides, bien avant. Ouais, il y a un problème par là, ouais. C'est moi ou... Non, a priori non. D'où, là aussi, eh bien, je ne peux pas directement me passer d'évoquer le nom de Michael Faraday. En effet, vous allez voir qu'en 1831-1834, il a fait une expérience relativement simple, si on regarde maintenant, où il a pris directement la pile de Volta, qui d'ailleurs lui a permis également de faire toutes ces découvertes qu'il a fait sur l'électromagnétisme et ainsi de suite, et il a connecté directement, dans ce cas, un composé, qui est le difluorure de plomb, et connecté à une ampoule. Rien ne se passe, et tout d'un coup, il a pensé pourquoi je ne chaufferais pas directement ce métal, ou directement ce composé lead fluoride. Et lorsqu'il a fait ça, il a vu du courant. D'où il a expliqué ça, et ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la transition de Faraday, où effectivement, en fonction de la température, eh bien, ce matériau devient un conducteur ionique. Et ça a été la première expérience qui a démontré directement l'existence de conductivité ionique dans des matériaux tout solides. Et bien sûr, Faraday, on le connaît pour tous ses travaux sur l'électrolyse, et on lui doit d'ailleurs, celui qui a sorti les premiers noms sur le cation, l'anion, l'électrode, le cathode et l'anode, tout ça, eh bien, je dirais, c'est du vocabulaire commun en 1934 par Faraday. Et bien sûr, vous connaissez la découverte, la loi de Faraday, avec directement la masse qui est proportionnelle à la quantité d'électricité. Une autre personne qui s'est illustrée, je dirais, un peu plus tard dans ce domaine, eh bien, c'est le Suédois Svante August Arrhenius. C'est lui un peu qui a fait la théorie de la dissociation électrolytique en 1884. Et pour la petite histoire, eh bien, c'était ses travaux de thèse. Et lorsqu'il a passé sa thèse, le jury lui a donné la plus basse note possible. Résultat, il a eu le prix Nobel en 1903. D'où, soyez pas déçus dans vos jurys de thèse des fois. C'est l'histoire des sciences et qui des fois est très intéressante à regarder. Bon, cela mis à part, eh bien maintenant on va rentrer un peu plus dans ce problème de solution électrolytique et on va faire quelques rappels de la façon dont on obtient ces solutions. Eh bien, on peut avoir la dissolution des solides et vous prenez directement un bloc de chlorure de sodium qui par lui-même n'est pas du tout conducteur. Eh bien, vous allez le dissoudre dans l'eau, eh bien, vous allez obtenir cette solution électrolytique. Alors, on peut partir des solides, on peut partir des liquides et on peut partir également de la dissolution d'un gaz dans l'eau et vous allez avoir directement ces conducteurs, je dirais, ioniques ou électrolytiques. Et bien sûr, ce qui se passe, et on va le voir par la suite, eh bien, chaque fois que vous faites ça, eh bien, vous allez avoir bien sûr cet ion qui va être solvaté par les molécules solvants qui vont l'entourer. Et selon ces concentrations, eh bien, on aura des électrolytes faibles, forts, et ainsi de suite. Et bien sûr, le premier rôle d'un électrolyte, eh bien, c'est de conduire le courant par mouvement ionique. Alors, les électrolytes, il y en a une grosse variété, une grande variété, qu'on va pouvoir les classer par différentes familles, si on veut faire une classification. Et c'est ce que je vous montre ici, où on a des électrolytes qui peuvent être acides, et on va définir cela tout simplement par ces matériaux qui vont vous donner un proton, les mêmes qui peuvent être des bases, dans lesquelles vous avez NaOH, vous avez OH-. Vous pouvez avoir des sels acides,
dans lequel le cation va donner l'acidité, ou des sels basiques, comme indiqué ici, ou des sels neutres. Et ce qu'il faut bien voir ici, c'est que dans les solutions électrolytiques, eh bien, chaque fois que vous allez dissoudre un sel, eh bien, vous pouvez modifier le pH, et ça a une importance capitale pour certaines expériences. Alors maintenant, on va voir directement comment ces dissolutions vont se faire. Eh bien, cette dissolution, elle va avoir lieu en 3 étapes. Tout d'abord, vous allez avoir une dissociation, ensuite vous allez avoir une solvatation et une migration. Ça veut dire, par exemple, vous prenez un cristal de chlorure de sodium, comme indiqué ici, que vous allez mettre dans l'eau, c'est-à-dire une molécule polaire, qui va être chargée positivement et négativement. Eh bien, lorsqu'une molécule d'eau va s'approcher du cristal, si elle vient par la tête positive, eh bien, elle va directement aller attirer un ion Cl- chlore, et attirer cet ion, et tout simplement, elle va dégrader ou ronger la surface du cristal. Et de la même façon, si cette molécule d'eau vient avec la tête négative, eh bien, elle va tout simplement attirer le sodium et ainsi de suite. Et une fois que cela est fait, eh bien, on va avoir ces molécules qui vont être dissociées. Et on va définir un coefficient de dissociation, qui est le rapport des molécules dissociées sur le nombre total de molécules, avec bien sûr les dissociations totales pour un coefficient 1, partiel pour inférieur à 1 et nul pour 0. Et là, je me mettrai en garde que, par exemple, si on veut s'amuser à faire des dissolutions du chlorure de sodium dans une solution qui contient, par exemple, déjà du chlorure d'argent dissous, ça veut dire qu'en ce cas, j'ai une concentration en chlore, et bien automatiquement, le coefficient de dissociation de NaCl va changer. Alors bien sûr, ces conditions électrolytiques, on va tout simplement les définir par une conductivité qui va s'exprimer en Siemens par centimètre, que j'appellerai sigma. Et en plus de cela, eh bien, on va, comme vous pouvez le voir ici, avoir quelques paramètres clés et qui vont être des paramètres très très importants. La constante électrique, qui va être indiquer la capacité d'un solvant à séparer les charges, et je vais revenir sur ce terme, ainsi que le moment dipolaire. Et ça, eh bien, finalement, ça va être les 2 paramètres clés qui vont contrôler finalement le pouvoir ou la puissance d'un solvant à pouvoir directement séparer les charges. Alors si on regarde maintenant ces différents solvants, on peut faire, je dirais, une liste des différents solvants qui existent et avec lesquels on peut travailler. Et bien ici, je présente cette liste dans laquelle j'ai dissocié les solvants aprotiques apolaires des solvants aprotiques polaires. Et vous voyez qu'en ce cas, des solvants aprotiques apolaires, si vous regardez les constantes diélectriques, bien vous allez voir qu'elles sont relativement faibles et avec dans ce cas des mobilités, comme vous pouvez voir ici, qui sont également relativement faibles. D'où vous pouvez voir qu'en ce cas, eh bien, on aura des solvants qui sont peu solvatants, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas directement dissocier des ions comme indiqué ici dans ce cas. Par contre, là, le cas où on aura un moment dipolaire et une concentration électrique élevée, eh bien, on aura dans ce cas un pouvoir de dissociation relativement fort. Et c'est ainsi que, par exemple, diméthylformamide, on a un diélectrique de 38,3, 3,82, ou alors, dans ce cas, diméthylsulfoxyde, ainsi de suite, on a des valeurs relativement importantes. Et c'est d'ailleurs des solvants qu'on va souvent utiliser pour la synthèse, remplacer directement le milieu l'eau, parce que vous pouvez voir ici que si je mets l'eau, eh bien, la constante électrique est 78 et le moment dipolaire dans 85. Ça veut dire, constante électrique est 78, ça veut dire que dans ce cas, eh bien, les charges vont directement avoir une force d'attraction 70 fois moindre que dans le vide. D'où ces 2 valeurs, je répète, du moment diélectrique, de la constante électrique et du moment dipolaire vont être très importantes. Alors maintenant, eh bien, en quoi cela est important lorsqu'on va parler de dispositifs électrochimiques? Eh bien, lorsqu'on va parler de dispositifs électrochimiques, eh bien, cet électrolyte il va avoir 2, voire 3 rôles majeurs. Le premier, c'est-à-dire qu'il doit fournir un contact ionique entre les électrodes permettant de fermer le circuit lorsque la cellule est opérationnelle. Bien sûr, il doit assurer la séparation électronique et spatiale entre l'électrode positive et négative pour empêcher les court-circuits et l'autodécharge de la cellule. Et dans certains cas, eh bien, cet électrolyte va pouvoir participer, je dirais, aux réactions électrochimiques. Et là, il y a peu de systèmes dans lesquels cela se produit, mais il y en a un que vous connaissez très bien, qui est tout simplement la batterie au plomb. Dans le cas de la batterie au plomb,
bien l'électrolyte, qui est tout simplement l'acide sulfurique, eh bien, va participer aux réactions électrochimiques. Et c'est la raison pour laquelle, pour mesurer, je dirais, l'état de charge de tel accumulateur, eh bien, dans le passé, on mesurait tout simplement la densité de l'électrolyte. Et on voyait si la batterie était chargée ou déchargée, dépendant de la quantité d'acide sulfurique que vous aviez. Et on reviendra sur ce système sous peu, car il est très intéressant. Alors maintenant, eh bien, l'électrolyte aussi, comme vous pouvez le savoir, c'est un poids mort dans la batterie. C'est-à-dire que, mis à part le cas des batteries au plomb, dans tous les autres systèmes, eh bien, c'est un poids mort qui est là pour tout simplement assurer le transport d'ions de l'électrode positive à l'électrode négative. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde l'évolution du système, et vous avez ici la pile Leclanché, dans laquelle, dans le premier temps, vous voyez qu'il y avait un volume relativement considérable pour cet électrolyte, eh bien, au fur et à mesure des années, ce qu'on a fait, ou ce que les chercheurs ont fait, ils ont tout simplement essayé de concentrer, de faire des systèmes beaucoup plus, je dirais, confinés, de façon à diminuer considérablement cette quantité d'électrolyte qui, une fois de plus, est un poids mort. Alors, ces électrolytes, eh bien, il y a bien sûr deux types d'électrolytes. Il va y avoir les électrolytes aqueux et non aqueux. Et là aussi, on va voir l'évolution qui a eu lieu, ou qui a encore lieu, dans ce domaine. En effet, on regarde les différentes technologies. On s'aperçoit ici qu'on a la technologie plomb-acide, la technologie nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, qui vont travailler dans ce cas sur des réactions d'insertion, je peux dire. Et ces systèmes, bien sûr, travaillent en milieu aqueux. La raison qu'ils travaillent en milieu aqueux, et là, ça va être un point important sous peu, c'est tout simplement que dans ce cas, on va être limité à 1,2 volts, qui est le potentiel thermodynamique de l'eau, excepte dans le cas de l'accumulateur au plomb, où on a 2,2 volts. La raison est très simple, c'est tout simplement que dans ce cas, eh bien, les réactions cinétiques sont relativement lentes, ce qui fait qu'on peut les court-circuiter. Raison pour laquelle, il y a 10 ou 20 ans, on mettait toujours un peu d'eau dans les accumulateurs pour refaire le plein de l'électrolyte. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va regarder plus tôt, c'est tout simplement qu'on va passer des systèmes aqueux, des systèmes protons, dans des systèmes non aqueux, dans lesquels on va regarder le lithium. Et on va s'intéresser aux électrolytes dans le cas de ces systèmes à ion lithium. Si on regarde ces systèmes à ion lithium, dont vous connaissez, puisqu'on les a traités longuement l'an dernier, eh bien, c'est tout simplement ces deux électrodes, ces deux composés d'insertion, qui vont être, je dirais, immergés dans cet électrolyte non aqueux. Eh bien, dans ces systèmes, qui ont l'air relativement simples, eh bien, vous allez voir qu'il y a une complexité énorme. Complexité énorme due au fait que les matériaux d'électrode ne sont jamais des matériaux actifs seulement, mais vous avez également des liants ainsi que des conducteurs électroniques. Ça veut dire que si on regarde ces systèmes, avec les collecteurs de courant et ainsi de suite, vous avez au moins 15 interfaces électrochimiques dans un accumulateur. Et comme je vous disais, ces interfaces électrochimiques, c'est vraiment le cauchemar de tous les électrochimistes. Comment on va pouvoir les résoudre? Vous allez voir, durant ce cours, on va en parler longuement. Et ensuite, dans ces accumulateurs, eh bien, il va y avoir aussi également une variété au niveau de la nature des électrolytes, qui vont pouvoir être aqueux, comme indiqué ici, mais on va voir qu'on peut avoir des polymères, des gels, des ionogels, on va voir cela, et on peut également avoir du tout solide. D'où par conséquent, eh bien, il va falloir comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour de meilleurs accumulateurs. Alors, puisqu'on parle directement des électrolytes, eh bien, on ne peut pas faire tout simplement sans parler des interfaces. Et ces interfaces, eh bien, elles vont avoir tout d'abord lieu à la connexion électronégative électrolyte, électrode positive, je dirais, électrolyte, et c'est ce qui va conduire directement à ces particules. Voilà le matériau d'électrode actif. Et au fur et à mesure que vous allez cycler une batterie, eh bien, vous allez avoir directement ce dépôt à la surface tout simplement de l'électrode. Et ça va engendrer des problèmes de dysfonctionnement de l'accumulateur au niveau de tenue de vie, au niveau du cyclage, au niveau de la puissance. Et chaque fois que vous allez faire une réaction d'insertion et d'intercalation, eh bien, vous avez cette étape qui est très importante, que j'appellerai l'étape de solvatation et désolvatation. C'est-à-dire qu'en ce cas, l'ion va arriver avec son cortège de molécules et va être obligé directement de relarguer ces molécules avant de rentrer dans le réseau. Et ça, eh bien, ça va avoir directement donné lieu à des réactions catalytiques qui vont être, je dirais, source de SEI. Et pour la petite histoire, je dirais que durant pas mal d'années, 25 ans peut-être, tout le monde a vraiment
centrer son effort sur cet électron négatif, sur cette interface. Vous allez voir qu'aujourd'hui, celle-là devient problématique également si on va avoir, je dirais, des accumulateurs avec des durées de vie de dizaines d'années. Donc par conséquent, eh bien, il va y avoir des problèmes, des propriétés électrochimiques des électrolytes qui vont être très importantes, la composition, la conductivité et bien sûr la stabilité chimique et thermique. Et c'est tout cela qui va influencer définitivement les performances du dispositif électrochimique. Et pour les gens qui travaillent dans l'automobile, ce qui est très important, c'est la durabilité. Et la durabilité, la puissance, la vie calendaire, tout ça va dépendre comment on arrive tout simplement à maîtriser cette interface. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cours, vous allez voir, je crois que c'est le troisième cours, dans lequel je vais parler des additifs, et vous allez voir, je dirais, la ribambelle d'additifs que les chercheurs mettent dans ces systèmes de façon à améliorer, je dirais, ou obtenir 3 ou 4% d'amélioration, et ainsi de suite. D'où le message de tout ça, c'est que vous avez directement une synergie intime entre les électrolytes et directement les interfaces. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi toute cette problématique. Et là, je vais certainement aller sur le transparent, qui est le plus important de tout ce cours, car c'est l'origine de tous ces problèmes. Je vous ai parlé directement de cette fameuse batterie au plomb qui travaillait à 2 volts ou 2,2 volts, c'est-à-dire en dehors du domaine de stabilité thermodynamique de l'eau. C'est-à-dire qu'en ce cas, oxydation, réduction, ainsi de suite. Bien maintenant, on va tout simplement regarder ce qui se passe dans le cas des accumulateurs au plomb. Et dans ce cas, je vais tout simplement mettre ce schéma comme indiqué ici. Alors sur ce schéma, vous avez des choses importantes. Bien sûr, l'anode, l'électrolyte à la cathode. Vous avez directement HOMO et LUMO. Et ça, ce sont les deux orbitales frontières qui vont directement déterminer la stabilité thermodynamique de mon électrolyte. C'est HOMO-LUMO, pour ceux qui veulent directement comprendre ce que c'est, ce n'est rien d'autre que ce que vous faites en votre diagramme d'orbital moléculaire, avec ici finalement l'orbital HOMO, qui va être l'orbital qui va être directement de plus haute énergie, qui est occupée, et la LUMO, c'est l'orbital directement de plus basse énergie, qui est inoccupée. Et c'est directement cette distance qui va une fois de plus régler ou gouverner ce potentiel thermodynamique. D'où si j'ai un accumulateur comme indiqué ici, et si je prends des matériaux d'électrode, dans laquelle maintenant c'est Dash ici, c'est ce que j'appelle, on a vu ça l'an dernier, le niveau de Fermi, c'est-à-dire le niveau redox, le couple redox de votre électrode. Et lorsque les couples redox de vos électrodes vont se trouver tout simplement dans ce domaine, eh bien, vous pouvez avoir des accumulateurs qui vont cycler, je dirais, indéfiniment. J'exagère un peu. Mais maintenant, ce qui se passe, vous voyez que si je reste dans ce domaine, malheureusement, j'ai un potentiel qui va être limité, d'où une densité d'énergie qui va être limitée. D'où par conséquent, ce qu'on veut faire au niveau recherche pour des dispositifs plus performants, c'est d'augmenter cette fenêtre potentielle. Et nos accumulateurs aujourd'hui, effectivement, travaillent totalement en dehors de cette fenêtre potentielle. Et vous voyez qu'en ce cas maintenant, j'ai mon couple redox qui devient directement plus faible à l'anode que à l'HUMO. Ça veut dire que maintenant, dans ce cas, je vais tout simplement réduire mon électrolyte. Et dans le cas directement de l'autre côté, de la cathode, et bien maintenant, j'ai directement un redox qui va être directement supérieur à ma HOMO. Ça veut dire qu'en ce cas, je vais avoir également des réactions secondaires. Et voilà l'origine de ces fameuses SEI qu'on va trouver dans nos accumulateurs. Ça veut dire qu'en ce cas, on travaille complètement, une fois de plus, lorsqu'on va dans les systèmes non aqueux, en dehors de la stabilité thermodynamique des électrolytes. Et c'est ça la problématique essentielle de tout ce cours, et sur lequel on va directement voir comment, malgré cette SEI, eh bien, on peut avoir des systèmes qui vont performer de façon cohérente et satisfaisante. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui va se passer. D'où vous ayant dit ça, et bien maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail dans la conception d'un électrolyte et de décrire quelles sont les valeurs qui vont être essentielles pour le futur. Alors si je vais à la conception de cet électrolyte, eh bien, je vous rappellerai que, bien sûr, son rôle, c'est tout simplement, dans ce cas, de conduire directement l'électricité via les ions, et, bien sûr, la plus grande conductivité de l'électrolyte va, dans ce cas, conduire à des accumulateurs ou des dispositifs avec forte puissance. C'est-à-dire, plus les ions vont bouger vite, plus je vais pouvoir directement capter et relarguer ou charger facilement mon accumulateur. Alors, la dissolution des sels, je vous les ai déjà mentionnés,
c'est selon les 3 étapes de dissociation, solvation et migration, avec, dans ce cas, bien sûr, ces fameuses molécules solvatées qu'on peut voir ici. Ce qui est important, bien sûr, ça va être tout simplement la conductivité ionique. Et cette conductivité ionique, elle est donnée par cette formule dont vous connaissez tous, je pense, dans laquelle vous avez le nombre d'ions, la mobilité des ions, la charge des espèces ioniques et la charge unitaire de l'électron. Et là, lorsque vous voyez cette formule, il y a quand même quelque chose qui doit directement vous frapper. C'est-à-dire, je vous parle directement de cations, je vous parle directement d'anions, et cette formule ne fait pas dissociation entre cations et anions. C'est-à-dire que lorsqu'on mesure une conductivité ionique d'un électrolyte, eh bien, on va mesurer directement la somme de la migration des cations et de la migration des anions. Okay? Et ça veut dire que souvent, en recherche, certains groupes eh bien, vont tout simplement naïvement mesurer la conductivité et croire tout simplement qu'en augmentant cette conductivité, ils ont augmenté la conductivité cationique. Et ça, eh bien, ce n'est pas le cas, ou dans beaucoup de cas, ce n'est pas vrai. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est que dans ce cas, lorsque vous allez directement polariser, vous allez avoir des cations et des anions qui vont bouger, qui vont conduire. Et la question, c'est lequel va transporter le plus d'électricité. Et pour faire de l'intercalation, nous, ce qu'on fait attention, c'est les cations. Eh bien, c'est pour ça qu'on va définir ce qu'on appellerait un nombre de transport. Et le nombre de transport, qu'on va appeler par T, Li, eh bien, c'est tout simplement la mobilité de ce cation par rapport à la somme de tous les ions, cation plus anion. Et on a directement ce nombre de transport, dont, vous voyez bien qu'en ce cas, eh bien, ce nombre de transport au maximum va être 1. Et si on regarde combien il est dans tous nos électrolytes liquides qu'on utilise aujourd'hui, eh bien, il est entre 0,2 et 0,4. Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, nos anions sont beaucoup plus rapides que, tout simplement, les cations. Est-ce une surprise? Non, parce que je vous ai dit qu'il y a un problème de solvatation, et comme le lithium ou les cations sont relativement petits, eh bien, ils vont solvater fortement, et ils vont directement avoir un, je dirais, nuage de molécules qui vont directement l'entourer, ils vont être directement très lents à se déplacer. C'est la raison pour laquelle, comme vous pouvez voir ici, les cations sont plus facilement solvatés en raison de leur densité de charge, d'où ils vont migrer plus lentement. Et là aussi, tous les travaux, beaucoup de travaux de recherche, vont tenter d'augmenter, bien sûr, ce rapport 0,2 à 0,4. Et vous avez souvent entendu parler, dans les batteries à ion lithium ou les batteries au lithium, des problèmes dendrite. Eh bien, ces problèmes dendrite sont simplement liés à ce nombre de transports qui est trop faible. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, lorsque vous allez directement polariser, eh bien, lorsque vous allez arriver à l'électrode, vous allez directement pas avoir assez d'ions pour faire vos réactions, il va y avoir cette formation de dendrite. Et pour, je dirais, justifier cela, eh bien, vous pouvez voir ici que ces enthalpies de solvatation, eh bien, elles sont aux alentours de 40 à 50 kcal par mol pour le cation, alors qu'elles ne sont que de 10 kcal par mol pour l'anion. D'où vous voyez effectivement que dans ce cas, eh bien, il y a une différence essentielle. Alors bien sûr, comme je vous le disais, bien, les travaux de recherche, c'est comment augmenter ce nombre de transports. Ça veut dire dans ce cas, vous pouvez augmenter le nombre de transports du cation, ou alors vous pouvez freiner celui de l'anion. Et pour freiner celui de l'anion, vous allez directement essayer de faire des anions, je dirais, colossaux, qui vont directement avoir des difficultés à se déplacer. Mais là aussi, je dirais que ces approches n'ont pas été tellement convaincantes et qui aujourd'hui sont un peu abandonnées vis-à-vis d'autres. Donc voilà, si vous voulez, vraiment, ça c'est vraiment important de voir, de se rappeler de ces différents paramètres. Ensuite, eh bien, on va revenir sur la conductivité et on va voir directement comment on peut augmenter sa conductivité en augmentant soit le nombre directement d'ions, et là on va directement travailler sur le coefficient de dissociation, et dans ce cas, eh bien, il va falloir directement dessiner des sels, et dans ces sels, puisqu'on est dans les technologies lithium-ion, on n'a pas beaucoup de choix, puisque le cation est défini, donc il va falloir travailler sur l'anion. Et directement, on veut des anions qui soient relativement stables, c'est-à-dire faiblement réactifs. Ça veut dire qu'on veut des anions qui ont une charge délocalisée. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir tous ces anions que j'ai mentionnés ici, on va y voir par la suite. Eh bien, vous voyez qu'en ce cas, il y a 6 fluors qui vont délocaliser la charge. D'où par conséquent, on aura, dans ce cas, des sels de lithium, et on va y revenir par la suite, qui vont être relativement stables et qui vont pouvoir se dissocier facilement. En ce qui concerne eh bien, la constante diélectrique, et cette constante diélectrique, c'est directement qu'une interaction, elle va être donnée par la relation
de Stockenstein, qui est indiqué ici, qui n'est pas compliqué, dans lequel, tout simplement, vous avez directement la viscosité et le rayon de votre sphère de solvatation au dénominateur. C'est que vous avez une relation qui est inversement proportionnelle. Donc là aussi, la nature du solvant va jouer un rôle, je dirais, primordial sur les propriétés conductrices de ces électrolytes. D'où, une fois de plus, la constante électrique et la viscosité état, c'est elle qui va déterminer là, le moment dipolaire et également le nombre d'ions que l'on va tout simplement avoir dans nos solutions d'électrolytes. Alors maintenant, eh bien, venons un peu plus au rôle, je dirais, très important de ces paramètres. Le premier sur lequel je voulais revenir, c'est celui de la constante électrique. Eh bien, celui-là est très important parce que pour qu'un ion solvaté migre, comme on peut le voir ici sous un champ électrique, le solvant doit l'empêcher directement de s'associer avec d'autres ions. C'est-à-dire qu'en ce cas, empêcher ce qu'on appelle communément dans notre jargon ion pairing. Et pour cela, eh bien, il va y avoir une constante qui va être donnée par cette relation critique, au-delà de laquelle eh bien, deux ions ne pourront pas directement s'apparier. Ce qui fait que pour une concentration donnée, les ions seront d'autant plus libres que epsilon sera élevé. Tout ça aussi, c'est un point qu'il faut que vous rappeliez. C'est-à-dire, plus la constante électrique sera élevée, eh bien, moins j'aurai de chances d'avoir d'ion pairing. Et si vous avez un ion pairing, eh bien sûr, c'est un handicap pour la conduction, et on verra par la suite, elle va chuter. Ensuite, je vous ai parlé d'un autre paramètre aussi important, qui est la viscosité. Et cette viscosité d'un solvant, qu'on peut voir ici, ça représente la force de traînée appliquée par le solvant à la migration des ions. Okay? Et là aussi, eh bien, plus cette viscosité sera faible, eh bien, dans ce cas, plus vous allez avoir directement une grande mobilité, une grande conduction. D'où les solvants de faible viscosité eh bien, sont considérés comme des candidats idéaux pour cette conduction. Et vous voyez directement que là, je vous ai mentionné, il y a deux caractères ou deux paramètres qui sont très importants, qui est la constante diélectrique et la viscosité. Et malheureusement, ils sont totalement ambivalents, ils ne vont pas dans le bon sens. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, chaque fois que vous allez avoir des électrolytes, vous n'allez jamais trouver un électrolyte qui va vous donner également une très haute constante électrique et une très faible viscosité. Raison pour laquelle, pour ceux qui travaillent dans les batteries à ion lithium, vous travaillez toujours avec des mélanges d'électrolytes. Et vous allez voir ce que cela donne. C'est la raison pour laquelle, généralement, on verra par la suite, on va avoir des carbonates, je dirais, cycliques et des carbonates linéaires. Alors maintenant, je suis en train de vous dire que tous les électrolytes, et il n'y a pas une exception, ne seront jamais constitués d'un seul solvant, mais de plusieurs solvants. D'où la conséquence, c'est quelle va être la relation et comment on va pouvoir jouer directement avec ces proportions. Et bien là aussi, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus, et ce que je vous trace ici, c'est la variation de la constante électrique en fonction directement d'un pourcentage de molécules linéaires dans du carbonate de propylène. Donc vous avez en rouge la constante électrique en fonction du taux, je dirais, de DME, et là vous avez directement la fluidité qui est l'inverse de la viscosité. Et dans le cas directement de la constante électrique, vous pouvez voir que vous avez presque une droite, on peut directement suivre cette relation linéaire. Dans le cas de la viscosité, on a une déviation qui est importante. Maintenant, si je trace directement, quelle va être la variation de la conductivité lorsque je vais prendre directement mon solvant de PC et je vais ajouter directement du DME à l'intérieur. Mais vous voyez qu'ici, au départ, bien, je vais avoir tout simplement une augmentation de la conductivité. Pourquoi? Parce que j'ai toujours, dans ce cas, une bonne constante électrique, mais puisque je mets un solvant de faible viscosité, automatiquement, j'augmente ma conductivité ionique. Ici, je passe par un maximum. Que se passe-t-il? Bien, je passe par un maximum parce que, regardez, ma constante d'électrique maintenant a diminué fortement et je suis en train maintenant d'apparier les cations. D'où j'ai passé une composition critique au-delà de laquelle eh bien, j'ai créé ces cations, ces paires d'ions et ma conductivité va tout simplement diminuer. D'où, voilà directement ce qui est important. Alors maintenant, une autre notion qu'il faut bien garder à l'esprit. Je vous ai mentionné que maintenant j'ai deux solvants, l'un avec une forte constante électrique, le carbonate éthylène, et l'autre avec une faible constante électrique. Ça veut dire que si je regarde mon état de solvatation, mon solvant avec la forte constante électrique, EC, eh bien c'est lui qui va participer à l'aspect en solvatation, à l'encontre des DMC.
Et ça, c'est très important, parce que ça va expliquer quels vont être les matériaux, ou les substances, ou les produits secondaires qui vont directement se former à l'interface. Car à une interface, finalement, même que j'ai un mélange de solvants, eh bien, c'est finalement la molécule de EC qui va être en contact avec mon matériau d'insertion, car c'est elle qui va porter mon lithium. Et ça, eh bien, ça va influencer, je dirais, fortement notre compréhension sur les mécanismes et ainsi de suite. D'où, j'espère que vous avez compris, c'est que pour avoir un bon solvant, dans le cas des batailles en lithium, il va falloir directement des électrolytes qui soient, je dirais, constitués au moins de deux solvants, qui ont l'un une forte constante électrique et l'autre une faible directement viscosité. Alors ensuite, bien sûr, il y a d'autres paramètres qui vont influencer, je dirais, ces variations de conductivité ionique. Il va y avoir, bien sûr, la masse ou la quantité de sel que je vais mettre dans mon électrolyte. C'est-à-dire, on parle directement de sel 1M, 2M. Il va y avoir également la fraction de solvant et également la température. Et si on regarde ces paramètres, bien, on peut comprendre directement leurs variations simplement sur des considérations de viscosité et de constante électrique. Par exemple, si maintenant je vais changer directement, ou je vais augmenter ma quantité de sel, mais si j'augmente ma quantité de sel, automatiquement, je vais directement, puisque j'ai une dissociation, augmenter mon facteur NI, d'où la conductivité. Mais par contre, si je l'augmente trop, eh bien, je vais avoir directement le phénomène d'appareillage d'ion. D'où c'est la raison pour laquelle vous allez directement augmenter et ensuite vous allez passer par un maximum et décroître. Et bien sûr, lorsque je mets beaucoup plus de sel, eh bien, ma viscosité, là, elle va augmenter également. D'où, dans ce cas, le problème de pareillage d'ion plus de viscosité vont faire en sorte que je vais avoir une diminution conséquente de ma conductivité ionique. Ensuite, eh bien, si j'augmente maintenant le pourcentage de EC, eh bien, là aussi, on va passer par un maximum, car dans ce cas, à des X trop faibles, eh bien, automatiquement, je n'ai pas assez de solvant avec une forte constante électrique, d'où je n'ai pas assez de dissociation d'ion, d'où pas assez de NI. Et par contre, pour des solvants maintenant très forts ou très concentrés en EC, eh bien, j'ai une trop grosse viscosité. Vous voyez que je passe aussi par un maximum. Et enfin, l'effet de la température, eh bien là, la conductivité ionique va décroître, je dirais, en fonction de T, selon une loi de Vogel-Tammann-Fogner, qui est bien connue dans le domaine, qui est VTF, et qui s'applique, je dirais, dans le cas des matériaux polymères et qu'on peut appliquer ici, dans laquelle il y a une température T0, qui est l'équivalent, si j'ose dire, d'une température vitreuse dans le cadre des solvants. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se passe au niveau de la conductivité ionique. Alors bien sûr, tout cela est supporté par des calculs théoriques, notamment des calculs de dynamique moléculaire. Et comme vous pouvez voir ici, vous voyez dans ce cas, si je vais changer directement la viscosité, c'est-à-dire je change directement la molarité, eh bien voilà directement le chemin que mon atome de lithium va parcourir. Si maintenant j'augmente légèrement, vous avez qu'en ce cas la distance, je dirais, va être moindre. Et finalement, si j'augmente à des concentrations de 15 mol par kilogramme, c'est-à-dire qu'on est là dans des sels, je dirais, super concentrés, et vous voyez qu'en ce cas, je vais tout simplement décroître considérablement la mobilité ou la migration de ces ions, c'est-à-dire que je vais avoir une force friction qui va tout simplement être importante. Et dans ces calculs, bien sûr, on considère, je dirais, l'atome et les champs de force qui vont directement s'appliquer à cet atome avec les molécules environnantes. Alors ces calculs, eh bien, ils peuvent être poursuivis, je dirais, et appliqués à d'autres cations. Et ça, c'est des calculs, de nouveau, des dynamiques moléculaires qui ont été effectués dans le cas du lithium, dans le cas du sodium et dans le cas du potassium, dans des mêmes solvants. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on s'aperçoit qu'une augmentation du nombre de coordinations qui passe de 4, 6 à 8, avec dans ce cas une énergie de solvatation qui est beaucoup plus faible dans le cas, je dirais, du sodium que du potassium. Cela conduit à des distances, cation, oxygène, oxygène étant les molécules de EC, qui sont, je dirais, beaucoup plus longues, comme vous pouvez voir ici. Et là aussi, ça veut dire tout simplement que lorsque j'ai passé du lithium, sodium, potassium, eh bien dans ce cas, je vais avoir des conductions, des diffusions qui seront beaucoup plus grandes avec le potassium. Mais par contre, vous voyez que l'énergie de solvatation étant plus faible, eh bien là aussi, la composition directement de ma couche ou de l'interface à l'électrode eh bien, va être différente. Et tout cela eh bien, vont être des considérations importantes pour, je dirais, comprendre ces phénomènes de dégradation aux interfaces. Donc voilà, si vous voulez, un peu
sur les notions, je dirais, fondamentales qu'il faut savoir pour dessiner, construire de nouveaux électrolytes. Nous rappelez-vous, moment dipolaire, constante électrique et viscosité. Et constante électrique et viscosité, malheureusement, eh bien, ils vont en sens opposé, d'où nécessité de prendre au moins 2 solvants pour faire des électrolytes bonne conduction. Donc, par conséquent, maintenant, on peut rentrer dans les électrolytes et voir finalement comment on est arrivé aux électrolytes qu'on utilise aujourd'hui. Alors, pour ce faire, eh bien, d'abord, je vais vous rappeler quel est finalement le cahier des charges d'un électrolyte. Et dans ce cas, eh bien, ce sont des liquides, bien sûr, qui contiennent alors, un solvant et des sels, qui sont appelés solutés. Ils seront capables de dissoudre le lithium dans des concentrations suffisantes. Et je répète une fois de plus, constante électrique élevée. Viscosité N au état qui doit être relativement faible pour avoir une transition rapide. Inerte vis-à-vis de tous les composants de la cellule. Et on verra que ça, c'est un problème, je dirais, assez majeur. Bien sûr, rester liquide dans un large domaine de température, allant de moins 20 ou moins 30 ou moins 40 à plus 60 degrés C, et ayant un point d'éclair, je dirais, relativement bas, pour qu'il soit non toxique et économique. Et bien sûr, dans ce cas, eh bien, on va exclure les solvants protiques, parce qu'un solvant protique, bien sûr, c'est un solvant qui contient un proton acide. Dans ce cas, on ne veut pas du tout avoir de protons acides dans nos électrolytes, car ils seront bien sûr engendrer des problèmes de réduction, et ainsi de suite. Force constante électrique, eh bien, ça va impliquer des solvants polaires, des couples CO, des couples CN, des couples SO, voire des éthers, des esters. D'où, finalement, on peut le voir ici, l'électrolyte idéal, eh bien, c'est le sel de lithium approprié, dissous dans un solvant organique, polaire, aprotique. Alors là aussi, finalement, si on fait de la recherche là-dessus, comment peut-on choisir le bon solvant, puisqu'on a directement des quantités infimes de molécules organiques? Eh bien, là où je dirais qu'on va essayer, dans un premier temps, pour, je dirais, simplifier notre tâche, d'utiliser un peu la théorie. Et on va tout simplement recalculer pour ces différents solvants les fameuses orbitales frontières que je vous ai définies comme HOMO et LUMO. Eh bien, par de la DFT moléculaire, on va pouvoir, dans ce cas, dans ces quelques molécules, eh bien, déterminer finalement quelles vont être cette position de ces orbitales HOMO et LUMO qu'on peut voir ici. Eh bien, si on fait ces calculs dans le cas du DMC, EMC, DEC, EC, PC, eh bien, on s'aperçoit que finalement, dans le cas du DMC, vous voyez que la LUMO, eh bien, rappelez-vous, le sécurité en mot va être directement supérieur à dans le cas du EC. Ça veut dire que théoriquement, selon les calculs, eh bien, le DMC serait plus stable en réduction que le EC. Par contre, si on va maintenant du côté de la HOMO, eh bien, on s'aperçoit que c'est le contraire, d'où le EC devrait être tout simplement plus stable en oxydation. Mais vous voyez que dans ce cas, la fenêtre delta entre ces deux barrières ou ces deux orbitales frontières est à peu près la même. Alors bien sûr, tout ça, c'est juste, prenez-le juste à titre indicatif, car c'est des calculs qui sont faits tout simplement par des réactions de mesure d'enthalpie de réaction. Lorsque vous prenez par exemple les réactions de réduction, vous avez dans ce cas l'électrolyte qui va être réduit, c'est-à-dire le cas de la LUMO, ou alors dans le cas de la HOMO, oxydation. Et bien sûr, tout cela ne prend pas en compte également les sels. Donc ça veut dire que ces valeurs peuvent directement shifter, et d'ailleurs elles shiftent lorsqu'on fera des expériences. Alors si maintenant, eh bien, je résume dans un tableau quels sont tous ces différents types de matériaux, ou de solvants, ou de molécules, eh bien, je vais les distinguer entre ce que j'appellerais les carbonates, les carbonates cycliques, les esters cycliques, les carbonates linéaires et les esters linéaires. Et vous voyez que si je regarde ces colonnes, eh bien, vous voyez que dans ce cas, eh bien, la viscosité est, comme vous pouvez le voir ici, elle est de alentours de relativement élevée pour tout ce qui est cyclique par rapport au linéaire dans lequel elle est faible. Et également, la constante électrique, elle est très forte dans le cas des carbonates ou des esters cycliques, alors qu'elle est très faible dans le cas des linéaires. Et les points de fusion ou d'ébullition, c'est-à-dire la différence, la marge de manœuvre au niveau, je dirais, de la stabilité thermique, elle est, je dirais, également plus large dans le cas simplement des systèmes
cyclique que linéaire. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, sur ces bases, lorsque je vais pouvoir faire un électrolyte, ce que je vous disais auparavant, je vais prendre tout simplement ces carbonates cycliques, ECPC, que je vais mélanger avec ces carbonates linéaires comme indiqué ici. Et en effet, si je fais ça, eh bien voilà directement, si je peux dire presque le meilleur des mondes, voilà le carbonate directement cyclique, que ce soit le PC ou le carbonate d'éthylène, avec une constante électrique très élevée, et dans ce cas, bien sûr, une viscosité élevée qui n'est pas bonne, d'où par conséquent, je le couple avec un carbonate linéaire qui a une faible viscosité, comme vous pouvez voir ici, et malheureusement une faible constante électrique. Mais voilà directement l'idéal et, je dirais, notre direction chaque fois qu'on va construire des électrolytes. On va vraiment jouer sur ces deux paramètres pour directement faire ce genre de travail. Alors cela, eh bien, on peut généraliser sur d'autres familles de solvants. Et une famille de solvants qui est également utilisée ou considérée fortement, eh bien, ce sont les éthers. Et pareil, même chose, éthers linéaires, éthers cycliques. Et grosso modo, on va retrouver plus ou moins la même histoire au niveau des températures, la différence entre linéaire et cyclique, les mêmes différences au niveau de la viscosité, avec toujours une viscosité, je dirais, dans ce cas, plus grande pour les cycliques que pour les linéaires, et également au niveau de la constante électrique, comme vous pouvez voir ici, toujours plus grande. Mais, vous voyez, plus grande, mais par contre, on est aux alentours de 6,8 comparé aux alentours de 60-65 dans le cas des carbonates cycliques. D'où tout ça pour vous dire eh bien, que la faible solubilité de ces solvants est notamment en oxydation, et c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas de tels solvants lorsqu'on a des coupes redox qui sont supérieures à 4 volts. D'où c'est la raison pour laquelle ces éthers aujourd'hui sont, je dirais, pratiquement négligés comme composants des électrolytes d'aujourd'hui. D'où cela, si vous voulez, c'était pour vous donner un aperçu de ce qui se passe au niveau des solvants, qui sont bien sûr une seule composante de l'électrolyte. L'autre composante, eh bien, ça va être tout simplement le sel, c'est-à-dire le soluté. Et ce soluté, eh bien, il va y avoir aussi certains rôles et certains critères dans, je dirais, son choix. Les critères, eh bien, il doit être capable de se dissoudre complètement à la concentration qu'on souhaite, et généralement, on va utiliser des sels à concentration de 1M ou 1,5M. Il doit être très stable, et ça c'est très important, vis-à-vis de sa décomposition oxydante à la cathode, c'est-à-dire résister au potentiel, bien qu'en certains cas, on va pouvoir s'en servir directement pour créer volontairement une couche de passivation à la positive. Bien sûr, il doit être inerte vis-à-vis du solvant de l'électrolyte, et il doit être non toxique, et on va avoir certains sels, bien sûr, qui ont été utilisés dans le passé au niveau du laboratoire, qui sont toxiques, mais qui ne peuvent pas être viables au niveau commercial. Donc par conséquent, la tâche, ça va être directement de dessiner, de construire de nouveaux sels. Alors des règles, eh bien, pour ces problèmes de dissociation, il serait naïf de croire qu'on peut faire des sels à partir de simples anions comme O2- ou F-, car dans ce cas, eh bien, leur concentration de dissociation serait très faible. Des anions mous comme le S2- ou I- sont totalement éliminés, car dans ce cas, ils auraient un potentiel d'oxydation trop faible. Et on va terminer avec des anions, dont je vous ai mentionné, je vais y revenir, qui vont avoir des charges délocalisées, et ça va être directement des anions avec des F- ou des Cl-, c'est-à-dire fort acide Lewis. Alors, quelles sont ces différentes sortes de sels? Eh bien, on va voir tout simplement la catégorie qui existe, je dirais, depuis plus de 20 ans, que l'on connaît très bien. Eh bien, ce sont des sels qui sont effectivement basés, sur la plupart d'entre eux, sur ces groupes fluorés. Vous voyez ces différentes sortes de sels avec BF6, BF4 et ainsi de suite. Et là aussi, on a, je dirais, peu de formulations de sels par rapport à tous les électrolytes qu'on peut concevoir. Et pendant de nombreuses années, je dirais pendant une vingtaine d'années, eh bien, ce sont les seuls types de sels que l'on pouvait utiliser. Alors si on regarde ces sels de plus près, eh bien, tout est résumé, je dirais, ici, où on voit que ces sels, eh bien, quels qu'ils soient, sont relativement stables électrochimiquement aux alentours de 5 volts ou 4,5. Lithium perchlorate, vous savez tous que c'est un matériau très dangereux, qui est explosif, d'où par conséquent,
inutile de pouvoir le considérer dans des accumulateurs pratiques. Vous avez ensuite lithium BF4, qui dans ce cas, vous avez, je dirais, une stabilité électrochimique relativement moindre. Et ensuite, vous avez lithium PF6, lithium SBF6 antimoine et arsenic. Et de nouveau, ces deux ne sont pas géniaux au niveau toxicité. Ce qui fait que finalement, on va terminer avec un sel qui est communément utilisé aujourd'hui, qui est ce fameux lithium PF6. Et là aussi, très important, et on va y revenir, c'est que ces sels ne vont pas corroder l'aluminium qu'on utilise comme collecteur de courant à l'électrode positive. Et on verra que ça c'est vraiment surprenant, je vous expliquerai pourquoi, car si on regarde le potentiel de corrosion d'aluminium, c'est 1,7 volts. Et là on est à 5 volts, on ne va pas corroder. De nouveau, une SI qui va se former. D'où, si on regarde finalement, parmi ces différents sels, on s'aperçoit qu'en termes de mobilité, le lithium PF6 il n'est pas génial, il se trouve au milieu de ces deux sels. Si on regarde directement en termes de dissociation, on voit que là aussi, je veux dire, dissociation, je suis en train de parler de solubilité. Lithium PF6, là aussi, pareil au milieu. Et pourtant, c'est le sel qu'on va utiliser. Et tous, très important, sont hygroscopiques. C'est-à-dire que dès que vous allez laisser à l'humidité, ils vont directement réagir avec l'eau et, vous voyez, se décomposer. Et lithium PF6 est bien renommé pour ça, je dirais. C'est celui qui va le faire le plus facilement pour vous donner HF. Et vous pensez qu'HF dans un accumulateur, ça ne va pas être génial. Donc il va falloir contrôler ces réactions avec simplement d'autres composés comme indiqué ici. Comme vous pouvez le voir ici, d'après toutes ces recherches, je dirais depuis 25 ans, même aujourd'hui, tous les accumulateurs que vous utilisez, à 97%, je reviens dessus, contiennent ce fameux lithium PF6 comme sel. Et qui n'est pas génial, mais il semble qu'il rassemble toutes les propriétés qui sont nécessaires. Si vous voulez, c'est un peu sur ces bases que, je dirais, dans les années 94, on avait proposé ce fameux électrolyte, mélange de carbonate cyclique et de carbonate linéaire. Et à l'époque, on travaillait sur des composés, je dirais, des spinels, lithium N2O4. Et lithium N2O4, la difficulté, c'est qu'il y a un potentiel redox qui est aux alentours de 4,3 volts. Et à l'époque, aucun des électrolytes, qu'on peut voir ici, on utilisait du EC, un diéthyléther. Et lorsque vous arrivez à 4,4 volts, vous voyez directement ce mur de potentiel qui indique sur cette courbe de cyclovoltammétrie que vous êtes en train directement de décomposer votre électrolyte. D'où à l'époque, il fallait trouver directement une autre molécule. Et c'est là finalement qu'on a proposé cette molécule linéaire diméthylcarbonate, comme indiqué ici. Et grâce à cette molécule diméthylcarbonate, on a pu, dans ce cas, ouvrir la fenêtre potentielle de tous les matériaux d'électrode jusqu'à 4,8 volts, comme indiqué ici. Et ça, c'est le produit, je dirais, que vous utilisez tous, ou la plupart des laboratoires, qu'on appelle directement le LP30, qui a été développé il y a 20 ou 25 ans, je ne sais pas combien, directement, basé sur ces concepts de carbonate linéaire et cyclique, avec ce fameux sel de lithium. Et ces électrolytes, ils ont également, je dirais, non seulement permis de pouvoir avoir accès à des matériaux d'électrode positive à de très haut potentiel, mais ils ont également ouvert la porte vers, je dirais, toute une liberté au niveau des électrons négatives. Et là aussi, au niveau des électrons négatives, vous savez tous qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise des carbones comme électrons négatifs, ces carbones ont fortement évolué, et cette évolution a été fonction, finalement, de la nature des électrolytes et notre capacité à dessiner des électrolytes, je dirais, qui puissent permettre cette insertion du lithium dans le carbone. Et au départ, on utilisait tout simplement, avec ce carbonate de propylène, ces fameux carbones qu'on appelle des soft carbones, c'est-à-dire des coques et ainsi de suite, qui ne sont pas ordonnés. Pourquoi? Parce que si on voulait utiliser le graphite, lorsqu'on utilisait du PC, vous avez directement une co-intercalation du solvant dans le graphite. Et ça fera l'objet, je dirais, de 30 minutes de cours par la suite. Vous allez voir qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Et, bien sûr, en mettant EC et en couplant un DMC, maintenant on peut utiliser, je dirais, tous les carbones possibles. Et la plupart des carbones qu'on utilise directement dans les accumulateurs sont du graphite ou alors des arc-carbones, qu'on appelle les carbones durs, pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, vous pouvez directement chauffer à trop de température, vous n'allez jamais graphitiser complètement votre carbone. Et ça, on peut obtenir à partir, je dirais, des crustacés, des noix de coco, et ainsi de suite. C'est là où on peut fournir directement les différents carbones. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, presque des choses qu'on connaît directement depuis 20 ans. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de travaux récemment
pour changer cette histoire et essayer de trouver de meilleurs, je dirais, composés, de meilleurs sels. Alors, là aussi, je vous rappelle une fois de plus que là, lorsqu'on veut dessiner de nouveaux sels, il faut une fois de plus jouer sur l'anion, car c'est celui qui contrôle la dissociation et la conductivité de votre électrolyte. C'est celui qui contrôle, rappelez-vous, ce fameux T+, ce nombre de transport qui est essentiel. Et il va jouer également un rôle essentiel sur la croissance de la SEI, de cette fameuse interface. Et bien sûr, là aussi très important, vous verrez ça dans le futur, il va directement contrôler si mon électrode positive ou mon collecteur de courant en aluminium va être corrodé ou non corrodé. Alors bien sûr, pour avoir toujours pareil une meilleure densité d'énergie, on peut toujours augmenter le potentiel, on peut toujours augmenter la capacité. Et ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des matériaux avec des potentiels de plus en plus hauts. Et lorsqu'on va des potentiels de plus en plus hauts, notamment, je crois qu'aujourd'hui, c'est lithium COPO4 qui est quand même le plus haut, quoique il y a lithium, nickel, manganèse, oxygène et que ça tourne de 4,9, et bien dans ce cas, il va nous falloir directement des anions qui vont être stables contre l'oxydation à de ce très haut potentiel. Et là, il n'y a pas photo. Chaque fois, on va revenir sur des composés au fluor. D'où ce que je vais vous faire maintenant, mais je vais vous montrer dans 3 ou 4 transparents, je vous pardonne, ça va être un peu de chimie organique, dans laquelle je vais vous montrer des molécules ou des sels qui ont été directement conçus, dessinés, pour augmenter ces potentiels d'oxydation. Mais, comme on peut le voir là-dessus, eh bien, ils sont basés, une fois de plus, sur le principe que je vais mentionner. C'est-à-dire, il faut tout simplement une solvatation importante. Il faut directement des anions qui vont pouvoir directement être solvatés. C'est-à-dire des anions dans lesquels les charges moins ne sont pas localisées, c'est-à-dire très instables, mais délocalisées. C'est la raison pour laquelle on va utiliser des molécules dans lesquelles on va pouvoir délocaliser ces électrons par effet inductif ou par mésomérie, comme vous pouvez voir ici. Et toutes les molécules que je vais vous présenter par la suite, eh bien, elles vont être basées sur ce concept, comment délocaliser cette charge sur ces différents systèmes. Dans le cas eh bien, de ces directement trifluorométhanesulfonate, eh bien, là aussi, vous pouvez voir qu'on a différentes sortes de fonctions. On peut avoir des carboxylates, des phosphates, des sulfonates. Et vous voyez qu'en ce cas, si on prend que les carbonates, eh bien, dans ce cas, les potentiels ne sont pas directement suffisants vis-à-vis de l'oxydation pour la bonne et simple raison que dans ce cas, l'effet inductif est nettement moindre. Finalement, il faut aller directement au sulfate avec finalement le matériau qui est trifluorométhanesulfonate. Et même dans ce cas, on a des potentiels qui sont non pas assez élevés. Et de plus, dans ce cas, qu'on peut voir, eh bien, il va y avoir une corrosion de l'aluminium, ce qui fait que ce composé est totalement inutile. Ensuite, il y a ce composé qui est le lithium bis trifluorométhane sulfonyle imide, où dans ce cas, eh bien, c'est un composé ou un sel qui a des propriétés très intéressantes, mais malheureusement, la difficulté est unique, c'est qu'il ne va pas directement résister vis-à-vis de l'aluminium, il va corroder l'aluminium. Et c'est la raison pour laquelle ce sel, lithium TFSI, eh bien, ne sera pas utilisé dans nos accumulateurs aujourd'hui de lithium-ion. Par contre, dans des systèmes qui fonctionnent en dessous de 4 volts, par exemple dans les batteries polymères de Bolloré et ainsi de suite, eh bien, vous trouverez ce sel, car dans ce cas, eh bien, il peut opérer à des potentiels plus bas. Ensuite, dans le même concept, il y a un dérivé qu'on appelle lithium bis fluorosulfonimide, qui est le fameux lithium FSI, dont la formule est indiquée ici. Alors ce sel est relativement intéressant, car il ne corrode pas l'aluminium quand il est pur, et il peut avoir des conductivités, je dirais, égales, comparables, voire même supérieures à lithium PF6. Il est également intéressant au niveau stabilité thermique, puisqu'ici vous voyez directement les couches de passivation qui se forment, et il a été démontré par certains papiers qu'on avait une couche de passivation qui était plus mince dans le cas de lithium FSI que de lithium PFSI. Ce qui fait en sorte qu'on a directement de la sécurité. Mais vous voyez qu'en ce cas, on va briser la couche à 200 degrés dans le cas du lithium FSI, comparé à 140 degrés dans le cas de, tout simplement, lithium PF6 dans le LP30. Et, je dirais, une propriété qui est très 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 importante, eh bien, c'est que ce sel, comme d'ailleurs lithium TFSI que je vais mentionner et que les gens utilisent aujourd'hui dans les fameux électrolytes super concentrés, eh bien, il n'est pas directement, il n'engendre pas des réactions d'hydrolyse comme le fait lithium PF6.
C'est-à-dire qu'en ce cas, vous pouvez rajouter directement de l'eau dans le lithium TFSI, il ne va pas broncher, vous n'allez jamais avoir une génération de HF comme dans le cas de lithium PF6. Et ça, je dirais, c'est une propriété, je dirais, formidable et spectaculaire. Malheureusement, il n'est pas encore beaucoup utilisé, ou très peu, pour la bonne et simple raison que sa synthèse n'est pas évidente, et surtout, la pureté des produits, je dirais, est compliquée. Et aujourd'hui, je dirais, c'est un problème de production qui semblerait limiter ce sel. D'où voilà directement différentes sortes de sels qui ont été conçus, comme vous pouvez voir ici, sur, je dirais, le concept de cette charge délocalisée, dans ce cas par l'effet inductif. Alors, une autre approche de délocaliser une charge eh bien, a été basée sur des molécules basées, je dirais, sur des anions de Huckel. C'est des anions directement qui respectent la règle 4N plus 2. Dans ce cas, vous avez des imidazolium, et sur lesquels on va mettre, bien sûr, toujours pareil, des fluors et des groupes cyano. Et là, vous voyez, tout simplement, on compare ces différents nouveaux sels avec le fameux lithium TFSI dont je mentionnais, LiPF6. Et bien sûr, vous voyez qu'on voit dans ce cas que l'énergie de dissociation augmente. Ça veut dire que ces composés vont être, je dirais, plus solubles que ceux indiqués ici. Mais malgré cela, eh bien, ces composés, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, ont des conductivités électrolytiques qui sont moindres que LP30 ou moindres directement que le lithium TFSI. Okay. D'où c'est la raison pour laquelle aucun de ces sels n'a encore franchi, je dirais, la porte du laboratoire. Et ensuite, bien sûr, là, vous voyez qu'on travaille sur les groupes cyano, les groupes azote, et ainsi de suite. Eh bien, il y a eu des travaux avec d'autres groupes dans lesquels les chercheurs ont, là aussi, pratiqué toute une chimie, je dirais, innovante, dans laquelle on va utiliser non seulement le groupe l'azote, mais vous voyez qu'en ce cas, le phosphore va intervenir et directement le bore, et ainsi de suite. Et parmi tous ces composés indiqués ici, bien, je dirais qu'il n'y en a qu'un qui, finalement, a été étudié, qui a été même utilisé dans certains accumulateurs, qui est tout simplement qu'on appelle l'IBOB, comme indiqué ici. Mais dans ce cas, il a des propriétés, je dirais, hygroscopiques intéressantes, mais son potentiel est limité. Et surtout, il a une faible conductivité. C'est la raison pour laquelle, je dirais, ces sels ont été étudiés. Mais tout ça pour montrer finalement que derrière tous ces électrolytes, eh bien, il y a une chimie, je dirais, relativement compliquée. Et c'est une chimie, comme vous pouvez le voir, que pour avoir ces matériaux à haut potentiel, ou des solvants ou des sels qui vont être très résistants contre l'oxydation, eh bien, on va être obligé, je dirais, d'injecter des ions fluor dans toutes ces molécules organiques, avec la complexité de synthèse que cela engendre. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur les électrolytes. Donc pour résumer, je dirais aujourd'hui, eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'on a l'électrolyte universel, c'est celui que je vais vous montrer ici. Alors vous voyez, il y a un carbonate d'éthylène, ECPC. Alors EC, rappelez-vous, haute constante d'électrique, mais dans ce cas, il y a un problème de viscosité. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, on va directement le mélanger avec ces carbonates linéaires. Et bien sûr, on peut utiliser ECPC, on peut utiliser DMC, DEC, ainsi de suite, mais toujours le seul lithium. Et là, bien sûr, il y a des additifs, et là, on verra ça par la suite, il y a des quantités gigantesques d'additifs. La température minimale d'opération, je dirais, c'est moins 20 à moins 30. Maximale, c'est 60-70. Et malheureusement, l'hygroscopicité de lithium PF6 est relativement importante. Qu'est-ce qui se passe au niveau du marché? Eh bien, il y a une faible pénétration de lithium TFSI seul, et ça, c'est les batteries polymères dont j'ai mentionné. Et bien sûr, il y a beaucoup d'espoir sur lithium FSI, mais la synthèse, la pureté et le coût, je dirais, restent directement à travailler pour avoir ces matériaux qui deviennent, je dirais, commerciaux. Enfin, je voudrais terminer sur une dernière slide pour introduire finalement le cours de la prochaine fois. Eh bien, la prochaine fois, ça y est, on va y être. On va directement rentrer dans cette SEI. Et on va voir directement les interactions de ces électrolytes avec les interfaces. Et on va voir comment ces électrolytes se forment, quels sont les mécanismes, quels sont les moyens directement de les contrôler, et ainsi de suite. Vous allez voir que là, mais comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'espère que vous avez compris ce message aujourd'hui, c'est que l'électrolyte et l'interface, cette fameuse SEI, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui fait en sorte que les accumulateurs fonctionnent, mais c'est là où on y comprend le moins, malgré des outils expérimentaux, comme on verra par la suite, très importants, et des recherches, je dirais, de 25 ou 30 ans. Sur ce, j'arrêterai là et je vous remercie.